Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc. On fait ça un petit peu différemment aujourd'hui, mais en ces temps de grands bouleversements, la TVC va continuer d'être toujours là partout pour vous, pour couvrir l'actualité matapédienne. Notre horaire, par contre, changera un petit peu au cours des prochaines semaines, mais je vous assure que vous aurez une édition d'Info.tvc toutes les semaines, jusqu'à preuve du contraire, et aussi que vous aurez un télé-bingo ce dimanche 12h30. Par contre, je vous invite à aller chercher vos cartes dans les points de vente et quand vous revenez à la maison, lavez vos mains avant de jouer au télé-bingo. Donc, télé-bingo ce dimanche 12h30. On va suivre l'évolution de la situation. Il se peut qu'il y arrive plein de choses qui peuvent être annulées, reportées. Donc, n'ayez crainte, on va vous tenir au courant. Pour l'instant, le bingo est maintenu le dimanche 12h30. Pour ce qui est des messes, à l'église d'Amqui, on sait que tout ça a été suspendu. Donc, si vous voulez avoir la chance de vous recueillir à la maison, nous sommes en train de travailler très fort pour vous offrir une émission afin d'avoir toujours votre rendez-vous à caractère religieux chaque semaine pour vous recueillir dans le confort de votre foyer. Surveillez ça aussi. Ça sera au même plage horaire que la messe qui est télédiffusée habituellement. Et nous faisons aussi notre effort de guerre, la télévision communautaire, comme nous sommes partout et que nous sommes là pour être vos yeux et vos oreilles sur le territoire matapédien. Nous allons mettre en place une émission quotidienne. Et oui, tous les jours, nous serons avec vous en direct sur la télé, à la télé et au câble, Cogeco Câble Canal 4 et sur les réseaux sociaux pour vous faire une émission mise à jour de la situation de COVID-19 dans la Matapédia. On va avoir des invités qui vont venir vous parler des mesures, des précautions à prendre, de ce qui est fermé, de ce qui est ouvert. Chaque jour, on va vous parler, on va être là pour vous. Vous pouvez pas sortir de chez vous, mais nous, on essaie de faire rentrer l'information dans vos foyers, comme à l'habitude. Et je vous invite aussi, comme votre horaire s'est sûrement libéré, que vous avez plein de temps, je vous invite à aller faire un tour du côté de notre chaîne YouTube. Nous avons plus de 45 émissions spéciales, des spectacles, des spectacles de Noël, des secondaires en spectacle, cégep en spectacle, primaire en spectacle à regarder, et aussi plus de 200 émissions de Info.tvc bien branchées. La série Héritage. Si vous n'avez pas eu le temps d'écouter ça encore, je vous invite à aller binge-watcher ça. Du contenu 100% matapédien. C'est le Netflix matapédien, en fait, notre chaîne YouTube, donc TVC de la Matapédia sur YouTube. Et maintenant, place à votre Info.tvc, comme d'habitude. Voici Info.tvc en manchette. Rencontre de la ministre de la Santé avant l'annonce de l'urgence sanitaire au Québec. Des activités gratuites en raquettes ont eu lieu au Cassable Show. Lancement du livre Un bâtisseur venu d'ailleurs mettant en vedette Donald Brault. Lancement de la politique familiale de la ville d'Amqui. Myriam Landry vous présente le groupe Nourrissons-les et finalement rappel des services offerts par le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia. Alors, on commence tout de suite avec un premier sujet pour cette semaine à notre émission Info.tvc. Nathalie est allée rencontrer Chantal Lavoie qui a eu la chance, avec une délégation matapédienne, de faire la rencontre de la ministre de la Santé avant la crise COVID-19. Je tiens à vous le dire parce que maintenant, on sait qu'elle ne pourrait plus la rencontrer. Elle n'a plus le temps. Donc, on fait un petit retour avec Chantal Lavoie sur cette rencontre avec la ministre de la Santé. Chantal, on va parler d'une grande rencontre que vous avez eue avec la ministre de la Santé. On s'entend que c'est pas facile d'obtenir un rendez-vous comme ça. Dis-moi un peu avec qui tu es allée et comment ça s'est organisé tout ça? OK. Bien, la MRC de la Matapédia a mis en place un comité santé. Hein.
on s'était rencontrés quand le comité Vigie Santé avait relégué, je dirais, le dossier plus aux élus de la Matapédia. Ce comité-là a fait des démarches auprès de la ministre depuis environ novembre dernier, en 2019, pour se rencontrer. Évidemment, les agendas, c'est toujours un peu complexe. On a réussi à avoir une rencontre le 19 février dernier. Donc, effectivement, on était plutôt contents. Et le but de cette rencontre-là, évidemment, avec les trois autres élus du comité santé, on parle de M. Martin Landry, le maire d'Albertville, M. Nelson Pilote, le maire de Saint-Alexandre-des-Lacs, et M. André Fournier, le maire de Causapscal. Donc, on est partis tous les quatre pour rencontrer la ministre. Et le but ultime de tout ça, c'était vraiment beaucoup de la sensibiliser oui, à l'état de la Matapédia, le contexte un peu particulier de la Matapédia concernant la santé, parce qu'on sait que la MRC de la Matapédia, puis le territoire de la MRC, les gens sont plutôt mobilisés, puis revendiquent des choses au niveau de la santé, et aussi pour la sensibiliser beaucoup à la réalité des régions versus les décisions qu'elle a prises ou qu'elle aura à prendre éventuellement concernant le secteur de santé et services sociaux, évidemment. Donc, la rencontre, au départ, on devait avoir, je dirais, 45 minutes de rencontre. C'est la journée où les gens se rappelleront qu'il y a eu un gros carambolage sur la 15. Donc, la ministre de la Santé, elle a été un peu sollicitée par rapport à tout ça avec le ministre des Transports, la ministre des Affaires municipales aussi. Donc, elle a un peu retardé sa présence ou son arrivée à la rencontre, qu'on a quand même débuté à l'heure avec son chef de cabinet. Quand elle est arrivée, elle nous a accordé le 45 minutes aussi. Donc, un total global, je dirais, avec le ministère, là, avec son chef de cabinet et elle, de 90 minutes. Fait que ça, c'est un peu particulier. Depuis que je suis en poste comme préfet, c'est une des premières fois où on a eu une belle rencontre, où on a eu du temps suffisant pour dire qu'on a eu le temps de dévoiler ou de nommer les choses là, par rapport à ce qu'on allait faire avec elle. Et est-ce qu'elle a souligné quelques points? Est-ce qu'elle vous a, je ne sais pas, amené des pistes de solutions? Je ne sais pas. Bien, peut-être, dans un premier temps, dire que quand on est arrivé, le comité, on avait préparé un document où, justement, sans faire la lecture complète, on présentait à l'intérieur vraiment le portrait socio-économique de la MRC pour qu'elle sache un peu vraiment c'est quoi notre territoire. On présentait aussi l'éco-territoire habité de la Matapédia pour lui expliquer que nos réflexions, nos interventions aussi sont encadrées dans une planification de développement durable. Donc, on a quand même un fil conducteur et la santé en fait partie. Donc, on a fait le parallèle entre l'éco-territoire habité et tout l'aspect, le domaine de la santé et des services sociaux qui, depuis la réforme, la loi 10, comme on l'appelle, a changé beaucoup la donne par rapport à cette programmation-là. On a parlé effectivement de notre collaboration historique, je dirais, avec le C3S à l'époque, avant que ça devienne les gros centres intégrés, la direction plus locale. On a parlé aussi de tout l'exercice, justement, avec le comité Vigie Santé, le gros forum de citoyens qu'il y a eu sur la santé. Et après ça, on a parlé vraiment de dossiers beaucoup plus, je dirais, précis sur la Matapédia. Je vais les nommer en rafale, là, sans rentrer trop dans les détails, mais évidemment, on a parlé du maintien puis de l'utilisation du bloc opératoire de l'hôpital d'Amqui, quelque chose qu'on parle depuis longtemps qui nous préoccupe. Le service d'échographie fétale, les ruptures en chirurgie et en obstétrique aussi, on en a parlé. Les départs et les remplacements des médecins spécialistes, la main-d'œuvre et les soins à domicile. Évidemment, on le sait, la main-d'œuvre, ce n'est pas un secret, là, c'est à l'ensemble du Québec, mais on a partagé quand même nos préoccupations par rapport à ça. Les déplacements obligés de la population vers Rimouski, vers Québec, vers... Bon, on comprend. Donc, que nos gens soient obligés de se déplacer. Et effectivement, on a parlé aussi des coûts de remboursement. Quand nos gens doivent se déplacer, il y a des coûts qui sont là depuis plusieurs années et ça correspond pas du tout au coût de la vie actuelle. Donc, ça, c'est important de le dire. Et évidemment, bien, quand les gens doivent se faire accompagner, parce qu'on sait qu'on a quand même des gens ici, quand ils sont malades, ne peuvent pas nécessairement conduire ou se déplacer, ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Fait que ça, c'est des frais aussi qui ne sont pas nécessairement reconnus et c'est une perte de salaire. Bon, enfin, j'ai dit que je ne m'attarderais pas. Donc,
Et évidemment, ben, le sujet de la gouvernance et le partenariat essentiel entre le domaine de la santé puis le monde municipal. Donc, on a voulu démontrer à la ministre que le monde municipal, par exemple, on parle beaucoup de politique familiale, on parle des actions de Cosmos, par exemple, travailleurs de rue, travailleurs de rang. Donc, le monde municipal s'implique beaucoup dans ces programmes-là. Et ces programmes-là, pour nous, on lui disait, ça vient en amont. Hein, de la santé, c'est vraiment en amont parce que, dans le fond, avant que les gens soient malades, bien, s'ils sont en santé, ils ne le sauront peut-être pas. Donc, le monde municipal est étroitement lié avec toutes ces actions-là qui se font dans le monde de la santé. Donc, on a présenté ça avec elle et effectivement, pendant qu'on élaborait, parce que là, je vous dis ça en rafale, mais chacun des membres ont présenté des points en particulier. Et lorsqu'on parlait de ces points-là, elle nous alimentait, elle nous questionnait aussi. Particulièrement, là, quelque chose qui nous a beaucoup, je dirais, marqué dans la rencontre, c'est quand elle nous a parlé, qu'elle avait demandé, quand on parlait, entre autres, des ruptures de services au niveau de l'obstétrique, de la chirurgie, elle nous disait qu'elle avait demandé un état de situation à son ministère et qu'elle espérait, là, justement, de recevoir les données par rapport à ça d'ici l'été. Donc, avant l'été. Et elle disait qu'elle s'était assurée que la Matapédia soit dans cette étude-là, qu'elle soit analysée. Donc, évidemment, pour nous, on a dit, bon, ben, ça veut dire que notre message qu'on passe depuis quelque temps est quand même entendu. Je pense qu'on peut le dire. Il nous a parlé aussi de l'entente qui a été signée juste avant les fêtes avec les médecins spécialistes. Donc, qui devrait normalement empêcher qu'il y ait cette rupture de service-là. On en a parlé ensemble, puis elle nous a dit que l'entente devrait s'échelonner là, pour sa mise en œuvre plus efficiente là, en avril. Donc, il nous restera à peu près un mois là, de dire que tout ça devrait être en opération de façon plus concrète. Elle a dit, bien, c'est sûr que je vous garantis pas qu'il n'y aura plus jamais de rupture, parce qu'il peut en avoir. Tous les hôpitaux sont à risque. Il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Mais normalement, ça devrait effacer la redondance, je dirais, des ruptures. Donc, ça devrait être moins fréquent à ce moment-là. Donc, oui, un échange comme ça, elle nous a questionné par rapport justement au déplacement aussi. On lui a dit aussi, par exemple, qu'on voulait que les taux soient plus réalistes ou plus proches de la réalité, mais en précisant aussi que c'est pas parce que les taux seraient plus réalistes qu'on demandait à ce que nos gens voyagent encore autant. Donc, on ne veut pas que ce soit mal compris. On a dit on souhaite encore que nos gens restent chez nous, reçoivent les soins qu'ils ont besoin chez nous. Mais quand on n'a pas le choix, parce qu'il y a des spécialités ou il y a des particularités qui ne sont pas sur notre territoire, bien, que ce soit remboursé à des montants qui sont réalistes, là, qu'on dépense dans le fond les frais réels. Là. Puis écoutez, on a fait un communiqué au retour. Et ce communiqué-là, bien évidemment, il y a eu des articles, il y a eu des gens qui ont fait des reportages, comme vous le faites. Et ça l'a sonné, je vais le dire comme ça, jusqu'à une entreprise en France qui m'a recontactée et qui nous a présenté une nouvelle technologie d'échographie, entre autres, qui pourrait se faire. Alors, on a fait un suivi avec la ministre de la Santé pour lui présenter cette technologie-là, puis de lui dire que ça serait le fun, et avec le CI3S du Bas-Saint-Laurent aussi. Donc, pour partager cette bonne nouvelle, puis de dire, bien, peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait envisager au Québec, ou c'est quelque chose. Puis d'ailleurs, dans la personne qui m'a contactée nous parlait aussi qu'en Saskatchewan, cette technologie-là, elle était là. Elle s'appelle Mélodie. C'est une technologie, là, en tout cas, je ne veux pas en faire tout l'expliquer, mais je pense que c'est quand même, c'est de l'échographie à distance, là, je vais le dire comme ça. Donc, un spécialiste qui peut être à distance, mais avec la personne qui reçoit des soins peut avoir directement les commentaires du médecin, du radiologiste, finalement, avec aussi les précisions. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, ça l'a quand même... Notre visite n'a pas été non entendue. Puis, c'est particulier de voir aussi que ça peut avoir justement des répercussions jusque sur un autre continent. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher. C'est un peu le message aussi qu'on retient de tout ça. Et c'est peut-être une porte qui reste ouverte ou entrouverte, espérons-le.
Bien, comme je disais au monsieur qui m'a contacté, les élus, on n'a pas nécessairement la prise de décision dans ces situations-là. Par contre, on a partagé cette nouvelle-là avec le ministère, avec le CI3S. Peut-être qu'ils sont déjà au fait de ça, peut-être qu'ils ne le sont pas, mais on leur a donné des contacts, on a créé des liens. C'est pas dans la Matapédia, c'est pas nous qui vont décider de faire l'acquisition ou d'aller vers cette technologie-là. Mais si on peut influencer les décideurs, si on peut leur soumettre cette idée-là, peut-être que ça pourra profiter, oui, à notre territoire, peut-être à l'ensemble du Québec aussi. Mais nous, l'important pour nous, évidemment, ben, on prêche pour notre paroisse. Donc, on veut que ça ait des répercussions jusque chez nous. Bien, merci beaucoup pour ce déplacement qui fut fort enrichissant. Et puis, bien, on va se retrouver très bientôt pour d'autres sujets à aborder. Bien, c'est clair que comme tous les sujets qu'on aborde, comme toutes les rencontres qu'on fait avec des ministres ou avec des cabinets, c'est toujours les actions qui vont suivre, le futur qui va démontrer vraiment la portée de cette rencontre-là. Mais au niveau des élus de la Matapédia, on a l'intention de poursuivre nos actions, puis on a l'intention de continuer de nourrir la ministre, puis de s'assurer aussi qu'il y a un suivi par rapport à l'étude ou par rapport à d'autres informations. Mais je pense que les objectifs dans lesquels on s'en allait là-bas ont été atteints. Mais ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, ça ne veut pas dire qu'on arrête là. Le travail se poursuit pour nous. Merci Chantal. Bienvenue. Nathalie s'est rendue du côté du Camp Sable Chaud parce qu'ils avaient une belle annonce à nous faire. Grâce à Desjardins, Madame Marie Michaud et Isabelle Paquin annoncent l'acquisition de raquettes et de bâtons de marche qui seront offerts gratuitement aux enfants et aux gens qui veulent aller profiter du beau décor du plein air qu'offre le Camp Sable Chaud. Marie et Isabelle, nous sommes ici parce qu'il y a une activité aujourd'hui, entre autres en raquettes, et c'est grâce à Desjardins qui a fourni des raquettes. Parle-moi pourquoi Desjardins a décidé de s'investir dans le Camp Sable Chaud. Bien, nous, notre mission, c'est toujours de mettre l'argent au service de l'humain. Puis ici, au Camp Sable Chaud, les bénévoles, la directrice travaillent fort pour offrir des belles activités pour les jeunes. Donc, c'était naturel pour Desjardins de contribuer à ce projet-là. Les saines habitudes de vie, le fait de venir prendre l'air ici dans un décor magnifique, c'est apaisant, c'est zen. Ça contribue assurément à la réussite scolaire des jeunes. Donc, c'est dans nos cordes de faire briller notre belle jeunesse. Alors, quand Marie nous a parlé du projet, bien, on a répondu présent comme d'habitude pour l'équipe du Camp Sable Chaud. Et là, c'est une journée complète que les jeunes pouvaient vivre ici. Qu'est-ce qui se passait exactement? Cette année, j'avais des commissions scolaires, mais ce n'est pas toutes les écoles. Mais nous aussi, on a eu la chance que l'école secondaire de Sébec, de Amkoui et Cozefcial, pouvait bénéficier de ce programme-là. Alors, nous, on prête les raquettes. Ils viennent ici faire une journée de classe et de raquettes. C'est-à-dire que c'est le plein air. Ça aurait été en été, ça aurait été peut-être du vélo, mais là, c'est la raquette. Ça représente combien de jeunes? Bien, ils sont un groupe d'une vingtaine par fois qui viennent, ça veut dire 60. Par contre, on a eu avec l'école Caron 5 lundis et un mardi qui venaient faire la raquette l'après-midi aussi. Alors là, ça veut dire, eux autres, ils étaient peut-être, je ne sais pas, ça a peut-être généré comme 120, 140 jeunes. Oui. Donc, ça prenait combien de raquettes Desjardins a fournies? C'est une vingtaine de paires, puis il y a des bâtons aussi, parce qu'on sait que quand on débute, là, des fois, pour faire de la raquette, ça nous prend un équipement un petit peu plus stable. C'est plaisant parce qu'il y a peut-être certains de ces jeunes-là qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion d'aller faire de la raquette non plus dans le cadre de leur journée de tous les jours. Donc, vraiment un beau projet pour notre jeunesse. Puis on l'a dit tantôt, mais le plein air, là, pour la réussite éducative, c'est merveilleux. Ça leur permet de sortir un petit peu des murs de l'école, de penser autrement peut-être. Fait que c'est vraiment un très beau projet là, pour la jeunesse matapédienne. Bien, félicitations à vous deux. Et puis, félicitations au Camp Sable Chaud d'être toujours là pour notre belle jeunesse. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Tout récemment, à Amkoui, nous avons eu la chance d'avoir un lancement de livre qui s'intitule « Un bâtisseur venu d'ailleurs mettant en vedette un matapédien, M. Donald Brault ». Ça pourrait être une bonne suggestion de lecture en ces temps de confinement à la maison.
Madame Cormier, vous êtes ici pour faire le lancement de votre livre. C'est toute une organisation. J'aimerais que vous vous présentiez un peu à la population, dire qui vous êtes, d'où vous venez. D'accord. Moi, je suis Dorothée Cormier. Il faut pratiquement dire sous le nom de Garde-Brou, c'est sur lequel j'ai été reconnue de toute ma vie, là, ici à Amqui. Je viens du Nouveau-Brunswick. J'ai 2 enfants, Carl et Marie-Josée, et 5 petits-enfants. Puis là, bien, mon livre, Un bâtisseur venu d'ailleurs. C'est venu d'où, justement? Là, j'avais commencé à écrire ma propre histoire. Puis tout d'un coup, je me suis saisie, j'avais la moitié de fait. Et je regarde mon mari, j'ai dit, mon Dieu, il est rendu à un âge respectable. Donc, je me suis dit, arrête de penser à toi et écris sur le monsieur, mon mari, qui a une histoire, là, qui est loin d'être banale, comme vous allez voir dans mon livre. Un bâtisseur venu d'ailleurs. C'est sûr qu'en voyant le titre, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a bâti? Ou d'où vient-il? Bon, bien, je vous en dis pas plus. Il va falloir vous... C'est tout décrit dans le livre. Mais est-ce que c'est un homme du Nouveau-Brunswick ou c'est un homme d'ici? Il vient, lui aussi, on aurait pu écrire un bâtisseur venu d'Acadie, mais non. Il vient plus de la région d'Amqui. C'est pas juste l'histoire de Donald. Il y a beaucoup en lien avec la communauté. Et tous ses associés ou des amis sont mentionnés dans le livre. Il y a beaucoup, parce qu'il vit pas en vase clos, mon mari. Donc, on a parlé de la famille un peu, mais pas beaucoup, là, mais surtout de la communauté. C'est impressionnant, je pense. Mais est-ce que vous pouvez me dire un peu là, l'histoire? Juste pour certaines personnes aiment un peu des romans policiers, d'autres aiment des faits vécus. À quoi ça ressemble, cette histoire-là? Bon, mais Donald, là, si je peux montrer le livre, là, il est parti de rien, moins que rien, comme dans sa famille, en premier, dès sa naissance. Et il rêve d'aller quelque part. Donc, le couvert explique pas mal ses rêves, de ce qu'il est devenu, mais en même temps, ça dit pas tout, le couvert. Là. Il y en a plein dans le livre. Il est homme d'affaires d'Amqui. Puis à cette heure, parce qu'il est à la retraite. Mais il a fait beaucoup de choses pour la ville, en connaissance, en relation avec des amis et d'autres hommes d'affaires. OK. Oui. Donc, rappelez-moi son nom et quelques personnes peut-être qui l'entourent ici dans sa famille. OK. Dans sa famille, bien, Carl, il est en Chine, son fils. Donc, il y a Marie-Josée qui chante. Elle va chanter ici ce soir, justement. À part ça, les amis, il y a des grands amis. Monsieur le maire, d'abord. Laval-Morin, c'est un grand ami, mais je ne pourrais pas toutes les nommer. Vraiment, là. Oui, il y en a beaucoup. Je le connais personnellement. Donc, merci beaucoup. Félicitations pour l'écriture de ce premier livre. Et puis, bien, où pourrons-nous se le procurer? Ah oui. Bien, ce soir, au lancement, et ensuite, je suis allée au Salon des mots de Sébec. Ensuite, on fait des petits mini-lancements à la maison. J'en ai fait une petite au Nouveau-Brunswick. En tout cas, ça reste à voir, là. Les éditions m'ont dit que je pouvais en faire comme je voulais, s'il reste des livres. Ah bien, félicitations. Puis, j'ai bien hâte de voir ça. Moi aussi, ça m'intrigue. Merci beaucoup. Vous êtes bien gentille, Madame Nathalie. Oui. Bonne soirée. Merci. Monsieur Brault, maintenant, on sait de qui on parle. Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que vous alliez avoir une écrivaine particulière pour vous, pour écrire votre histoire? Comment vous avez réagi?
Ben d'abord, je savais pas que j'avais une écrivaine dans la famille, mais ça m'a beaucoup surpris, franchement, qu'elle avait tout conservé, les papiers, les documents, les photos de tout ce que j'avais fait pendant ma carrière, puis tout bien classé, là. Tu sais, une vraie archiviste, là, tu sais, là, qui... comme si j'avais un dossier d'hôpital, tu sais, là, bien classé, là. Mais c'était très bien fait, puis je suis très fier d'elle, puis c'est un vrai beau cadeau qu'elle m'a fait. Je vais vous dire que je suis fier de ce livre, parce que j'ai fini par le lire, évidemment. Et j'ai trouvé qu'elle avait fait un beau travail. C'est très long aussi, par contre. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de fallait qu'elle soit vraiment au fait, tu sais, de toutes les choses que j'avais faites. Ça fait que ça m'a vraiment fait plaisir. Puis j'étais étonné en même temps, tu sais, mais... Est-ce bien moi? Oui, c'est ça. Ça fait que je me retrouvais à renouveler ma mémoire dans beaucoup de choses, là, tu sais, parce qu'il y a des choses que j'avais comme perdues, là, tu sais, mais en relisant tout ça, j'ai vu que dans une vie, on en fait pas mal. Je me dis, c'est pas mal. Puis j'étais fier. J'étais fier de ce qu'elle avait fait. Moi. Mais vraiment, votre vie méritait d'être écrite. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée ce soir. Ah oui, bien, en tout cas, je te remercie à toi aussi. Puis c'est comme je disais, c'est que c'est avec beaucoup d'humilité, puis sans prétention, que j'accepte tout ce qu'elle m'a donné comme qualité. Mais elle avait un beau sujet. Nous nous sommes rendus du côté de la ville d'Amqui durant la semaine de relâche pour assister au lancement de leur politique familiale. Aujourd'hui, on dévoile la politique familiale municipale et notre plan d'action. Donc, ce document que vous avez présentement entre les mains est le fruit d'un travail de personnes impliquées s'étant rencontrées à de nombreuses reprises durant la dernière année. En janvier 2019, un comité de pilotage le plus représentatif possible des familles d'Amqui fut mis sur pied, afin de prendre en charge le renouvellement de la politique famille de la municipalité. De février 2019 à janvier 2020, 8 rencontres de travail eurent lieu afin de concevoir le présent document que vous avez accès aujourd'hui. Le comité a œuvré à adresser le portrait le plus conforme possible de la situation socio-économique d'Amqui, tout en questionnant les familles en ce qui concerne leurs souhaits pour l'avenir. Ultimement, il a ciblé les enjeux auxquels fait face la Ville, de même que les actions concrètes à réaliser pour y répondre. Maintenant, qui faisait partie de ce comité, ce merveilleux comité qui a travaillé très fort? Alors, il y a Mme Sarah-Josée Fournier, qui était conseillère municipale, Jonathan Lévesque, directeur du service des loisirs à Amqui, Guillaume Viel, directeur du développement économique durable, Jessie Proulx, représentante de la MRC, Céline Raymond, représentante du milieu communautaire, Alexis Daou-Tremblay, représentante du réseau de la santé, José Lessard, représentante des familles, Myriam Landry, représentante des familles aussi, Karine Lévesque, représentante des jeunes, je pense que pour la Maison des jeunes, Karine, c'est ça, et Virginie Baudin-Houle, notre chargée de projet, qui fut formidable, du travail impeccable. Comme capitaine, on ne pouvait pas avoir beaucoup mieux que ça. Aussi, ont participé à l'élaboration du plan d'action Marie-Hélène Dupont-Fournier, qui est notre directrice générale à Amqui, Pierre Damour, maire de la ville d'Amqui, Sylvie Blanchette, conseillère à la ville d'Amqui, Michel Germain, conseiller à la ville d'Amqui. Alors, le petit message que je vais vous adresser, vous allez le retrouver quand même à l'intérieur du document. Penser et agir en fonction des besoins des familles d'Amqui. Avoir une politique familiale dans sa communauté, c'est se donner toutes les chances de contribuer à l'amélioration du milieu de vie pour tous les membres de la famille, du nouveau-né à l'aîné. La famille est le premier lieu d'apprentissage.
Il est primordial de tout mettre en œuvre afin de favoriser son bien-être et son épanouissement. C'est donc dans cet esprit que la Ville d'Amqui se dote d'une politique familiale visant à répondre aux besoins des familles d'ici. Par le fait même, nous souhaitons contribuer à l'accroissement du sentiment d'appartenance des citoyens de la Ville d'Amqui en réalisant des actions concrètes visant à l'amélioration du milieu de vie pour tous. Nous sommes fiers de nous y engager à travers cette politique. À notre comité formé de citoyens et citoyennes engagés et convaincus s'étant impliqués assidûment dans la réalisation de cette politique, je vous dis personnellement un grand merci. Les familles d'Amqui au cœur de nos préoccupations. Merci. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner le comité depuis le tout début de sa démarche et je suis fière de vous présenter une partie de la politique familiale municipale aujourd'hui. Il faut dire que tout ce travail ne provient pas de n'importe où. La première ébauche de la politique familiale municipale et municipalité amie des aînés a eu lieu en 2013, jusqu'en 2016. De cette politique est découlé quelques projets intéressants, tels que la parade de Noël et l'amélioration du souper de reconnaissance des bénévoles. En 2017, la Ville avait la volonté de faire la mise à jour de ces deux politiques, PFM et MADA. Mais le gouvernement avait seulement donné des sous pour la mise à jour de la MADA. C'est en 2018 que l'enveloppe pour la PFM est sortie, la politique familiale municipale. La Ville d'Amqui a sauté sur l'occasion avec ses comparses de la MRC pour continuer le travail fait en 2012 et 2016. C'est à la fin de 2018 que tout commence. Le comité travaille déjà sur la nouvelle mouture de la politique et au printemps 2019, il faut sonder la population pour s'assurer que la politique réponde aux besoins des familles. À ce moment, il y a eu un sondage qui s'est promené sur le web, le site web de la MRC, la page Facebook de la Ville, le site web de la Ville, ainsi qu'en version papier. C'est à partir de ces 405 sondages complétés par la population d'Amqui qui représente 1348 personnes, donc environ 15 de la population, que le plan d'action et les différents axes d'intervention ont été choisis. Il était fort important pour le comité de se fier aux citoyens d'Amqui et à leurs besoins qui avaient pu être exprimés via ce sondage. Il fut intéressant de constater que près de 90 des citoyens ayant répondu au sondage mentionnaient un indice de bonheur heureux ou très heureux. Ce sondage a permis à la Ville de bien cibler le besoin des familles pour les futurs investissements et de consolider le travail fait auprès des citoyens. Maintenant, je passe la parole à Jonathan Lévesque, qui vous présentera le fruit des besoins exprimés par la population via un plan d'action représentant la volonté des familles. Donc, je vais vous présenter le plan d'action. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est sortir certaines actions et vous présenter le canevas du plan d'action. Donc, nous avons 3 axes d'intervention. Je vous présente la première, qui est le milieu de vie, les parcs et les infrastructures. Dans ça, on a des objectifs spécifiques. Le premier étant de développer, valoriser et entretenir les parcs. Donc, il y a plusieurs actions qui se retrouvent sous cet élément-là. Je vous en sors un qu'on veut réaliser à l'été 2020, donc qui est d'implanter un nouveau module de jeu pour les enfants de 0 à 5 ans au parc Pierre-et-Maurice Gagné. Donc, présentement, on est à la recherche de gens. On va pouvoir en parler justement pour nous aider à faire le choix de ce module. Par la suite, comme objectif spécifique sous le milieu de vie, nous avons d'améliorer et consolider les infrastructures de loisirs. Un des éléments est d'entreprendre une consultation auprès des jeunes pour les besoins concernant le développement du skatepark. Donc, rattaché à cette action-là, nous voulons améliorer les skateparks en fonction des réponses qu'on a eues lors de cette consultation-là pour effectuer auprès des jeunes. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer le skatepark de la Ville d'Amqui. D'ailleurs, nous avons aussi, pour améliorer les infrastructures de loisirs, on veut aussi rénover le parc à Terrostan, donc la patinoire Pierre-Luc Allais. Comme autre objectif spécifique, nous avons de moderniser et de dynamiser le milieu urbain. C'est un dossier qu'on travaille avec le développement économique, qui d'ajouter, entre autres, du mobilier urbain dans la rue du Pont et partout dans la ville, donc pour dynamiser notre milieu urbain.
Au niveau de la prochaine action d'axe d'intervention, qui est le loisir, les activités, les événements et la programmation. Nous avons 2 objectifs spécifiques dans cet axe d'intervention-là, qui est le premier est de perfectionner l'offre culturelle à la ville d'Amqui. Nous avons déjà commencé, on va revisiter la programmation qu'on fait au niveau de nos spectacles sous l'Agora Lyon d'Amqui, avec des spectacles davantage professionnels, qui sont prévus pour cet été. Comme second objectif, on veut coordonner l'implication des bénévoles pour faciliter l'organisation et la revitalisation de nos événements. Donc, de ce côté-là, c'est tout ce qui est nos bénévoles qu'on a à la ville d'Amqui. Donc, on veut entre autres établir des procédures de rétention, de recrutement et de sollicitation de nos bénévoles qu'on a et aller en chercher des nouveaux. Donc, pour le 3e et dernier axe d'intervention, qui est en lien avec la communication. Au niveau de la communication, comme objectif spécifique, nous avons de promouvoir les activités, les services, les réalisations de la ville d'Amqui dans le but d'augmenter le sentiment de fierté des citoyens. Vous avez probablement vu dans les dernières semaines et mois, on est déjà en action pour partager les bons coups réalisés sur le territoire de la ville d'Amqui sur la page Facebook. Donc, c'est notre média principal qu'on a à la ville d'Amqui pour promouvoir ce que l'on fait. Le second objectif spécifique est d'actualiser le service en ligne de la ville d'Amqui. Donc, on a le souhait, on a prévu vers l'automne 2022-2021, d'offrir des services d'inscription en ligne pour les activités et des services supplémentaires pour les citoyens à travers notre site Web qui, éventuellement, on va avoir cette plateforme-là. Donc, ça présente certaines actions qu'on retrouve dans notre plan d'action. Vous avez probablement aussi pu voir dans les derniers mois que nous n'avons pas attendu nécessairement que la politique familiale municipale sorte. On a eu le sondage à la fin de l'été, donc on s'est déjà mis en action. Donc, vous avez pu voir qu'on a certains exemples bains publics qui sont pour accommoder les familles, donc qui ont des jeunes enfants, qui font les sommes l'après-midi. Donc, on a mis des bains publics le matin. Donc, c'est des choses qu'on a faites déjà, qu'on était en action. Donc, je vais passer la parole. Merci beaucoup. Alors, en regard de cette belle politique-là qu'on est heureux de déposer ce matin, je veux ramener un petit peu ce que Jessie a fait mention. L'indice de bonheur à Amqui est quand même assez élevé, mais il n'est pas question de s'asseoir sur nos lauriers. On sait qu'on a encore du travail à faire, mais on a déjà, dans le sondage, ça nous a permis que les gens étaient relativement satisfaits d'habiter le milieu de vie, mais il reste quand même des enjeux importants. On a également des messages qui nous ont été adressés. On va tenter au cours des prochaines années de transformer ça en actions concrètes. D'entrée de jeu, on le sait, la capacité financière ou les enjeux d'une municipalité, que ce soit Amqui ou n'importe quelle autre, on a le défi de bien entretenir ce qu'on possède déjà. On veut ajouter à nos infrastructures, mais aussi il faut avoir la capacité, la sagesse de comprendre qu'on a aussi à investir dans ce qu'on a déjà. Et peut-être dans ce cadre-là, à la rencontre du mois de février, si ma mémoire est bonne, on a déposé un certain nombre de projets sur des enveloppes qui étaient disponibles du côté du ministère de l'Éducation, à savoir le programme PAFIR. Donc, on a déposé, on avait jusqu'au 21 février, pardon. Et on a déjà, en regard de l'information qu'on avait, déposé 3 programmes importants. On espère avoir des réponses positives, puisqu'ils nous accorderaient une aide financière de l'ordre de 66 %. Donc, on s'est fait accompagner par un architecte en aménagement paysagiste et on a déposé 2 projets qui concernent directement la ville, soit tout un projet de réaménagement du côté du secteur du carrefour sportif et également redonner une nouvelle vie au parc restant, tant du côté du bâtiment que de la patinoire. Le 3e projet, qui est davantage en accompagnement avec le CENEC, c'est celui de soutenir la démarche pour permettre au Centre Matapatine d'études collégiales de se doter d'un projet de gymnase, donc à portée collective. Donc, on espère avoir des nouvelles positives pour ces 3 projets-là au cours des prochains mois. Et bien sûr, il faudra se donner le temps de réaliser l'ensemble. Ce sont des chantiers majeurs qu'on va devoir réaliser dans le temps. Donc, la politique familiale, elle est là pour 3 ans et les investissements qu'on a à faire, on peut s'attendre à ce qu'elle déborde sur 3 ans-là.
Mais on a, je pense, fait un exercice intéressant en 2009 pour nous projeter au cours, je dirais, des 5 à 10 prochaines années en termes d'investissement au niveau de nos infrastructures récréatives. Un enjeu dont Jonathan a fait part, et on l'a entendu ce passage-là, il faut ramener l'implication citoyenne près de la ville d'Amqui. On a des élus convaincus, on a des gestionnaires convaincus, on a des employés convaincus, mais il faut aussi trouver une stratégie pour ramener l'implication bénévole en accompagnement à la réalisation de nos projets du côté de la ville d'Amqui. Alors ça, je pense que c'est une stratégie qui fait partie de notre plan d'action et on va y donner suite au cours de la prochaine année. En terminant, je dirais que je ne sais pas si les étoiles, les astres s'alignent dans ce sens-là, mais quand on parlait de la politique MADA, on a construit un château pour retraités actifs. Aujourd'hui, on parle de la politique familiale. Et j'ose espérer qu'en 2021, on pourra annoncer un CPE avec l'annonce qui a été faite récemment par le gouvernement de 60 nouvelles places en garderie. Alors, moi, je suis de nature positive. On a fait une politique MADA, puis on a réalisé une résidence pour retraités actifs. Alors, gardons la même ligne au niveau d'une politique familiale avec l'implantation d'un CPE avec 60 nouvelles places. Et je pense que c'est un privilège pour la ville d'Amqui. Il y a beaucoup de municipalités qui souhaitent avoir des places en garderie. Alors, nous, on était à 39 annoncés depuis un certain temps. Ça a été bonifié de 21 places. Alors, 60 places pour les jeunes familles. Bien, je pense que ça sera un élément d'intérêt, de grand intérêt pour les jeunes familles du côté d'Amqui. Alors, je terminerai en disant merci de vous être déplacés ce matin. Merci encore au comité de pilotage et à ceux qui vont faire le choix et qui vont trouver le goût de s'impliquer du côté de la ville d'Amqui. Vous êtes les bienvenus. Puis, sans aucun doute que votre contribution à l'animation et au développement de notre milieu sera très appréciée. Maman en devenir ou maman de jeunes enfants, soyez à l'écoute. Nous rencontrons Myriam Landry qui vous présente le groupe Nourrissons-les. Si vous ne les connaissez pas, c'est une ressource très précieuse dans la Matapédia. Myriam, on va parler du groupe Nourrissons-les. Qu'est-ce que c'est au juste ce groupe? Oui, Nourrissons-les, c'est un groupe d'entraide composé de mamans bénévoles qui ont déjà allaité ou qui allaitent encore et qui donnent un support, un soutien aux futures mamans ou celles qui ont déjà accouché et qui souhaitent allaiter. Et de quelle façon on peut être approché ou approcher ce groupe? Comment ça fonctionne exactement? Dans le fond, on est en lien vraiment avec le CIS, le réseau de la santé, avec l'infirmière en péri. Fait que l'infirmière en péri, elle rentre en contact avec toutes les femmes enceintes à partir de la 12e semaine, offre le service. Et ensuite de ça, on fait des jumelages avec les marraines. Et comme ça, il y a un jumelage qui se fait, puis on communique avec eux. Puis il y a un soutien comme ça. Je dis « on » parce que dans le fond, je suis une marraine d'allaitement aussi. Là. J'ai comme deux chapeaux aujourd'hui. Fait que dans le fond, c'est ça. Là, on communique avec les mamans suite à ça. Donc, on voit que c'est possible de s'impliquer en travaillant à temps plein parce que tu travailles pour Cosmos, puis c'est ça, tu t'impliques. Comment ça fonctionne exactement? Oui, dans le fond, là, je vais prendre mon chapeau d'agent de Cosmos finalement parce que Cosmos vient en soutien aussi au groupe de Montréal. Dans le fond, on a offert aussi, par le biais de Cosmos, là, une formation. Il y a une formation qui venait de Rimouski qui s'appelait l'ABC de l'allaitement. Puis Cosmos a contribué aussi à diminuer le frais d'inscription pour les futures mamans et aussi papas qui ont participé à cette formation. Cosmos aussi, dans son futur plan d'action 2020-2022, veut mettre en place sous la stratégie de lien d'attachement diverses actions en lien avec l'allaitement, mais plus au niveau du soutien de la communauté, comment le père peut mieux s'impliquer, comment soutenir finalement la femme qui allaite là, dans ce sens-là. Donc, c'est à venir là, dans les prochaines années, là, ce lien-là. Mais aussi, on a fait le soutien d'une vidéo promotionnelle qui explique bien le service de Nourrissons-les dans la région. Nous allons aller le voir justement. Et puis, un très beau travail en passant. Merci beaucoup. Je m'appelle Myriam et je fais partie des marraines d'allaitement du groupe Nourrissons-les de la vallée de la Matapédia. Et voici mon Alexis, mon 3e petit coco. La mission des marraines d'allaitement, c'est de supporter et d'accompagner les mamans durant leur allaitement. On offre un soutien qui est personnalisé, donc on est une oreille attentive pour répondre aux questions avant et après l'accouchement des mamans.
Et finalement, on a vraiment à cœur de respecter la volonté des parents concernant leur allaitement. Avec nos expériences personnelles ainsi que l'information qu'on reçoit, on est capable de répondre à la grande majorité des questions qui nous sont posées, et ça dans un délai qui est très court. Parce que quand on allaite, on aime ça avoir des réponses, et très rapidement. Nous agissons à titre de première ligne. Donc, nous sommes très accessibles et on utilise généralement Facebook par Messenger, le téléphone ou les visites à domicile sur demande. Le groupe Nourrisson Lait est un groupe d'entraide composé uniquement de mamans qui ont déjà allaité ou qui allaitent encore. Nous sommes généralement entre 5 et 10 mamans bénévoles qui est supportée par l'infirmière en périnatalité du centre hospitalier d'Amqui. Bonjour, je m'appelle Jessica Roussel, je suis infirmière clinicienne répondante en périnatalité à l'hôpital d'Amqui pour le 6 Bas-Saint-Laurent, direction jeunesse. Donc, mon rôle en tant qu'infirmière auprès du groupe Nourrisson Lait se divise en 5 volets. Le premier volet est vraiment dans un contexte de formation. Je m'assure que les recommandations de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, soient transmises aux mères lorsque les marraines les conseillent par rapport à l'allaitement. On a la chance dans la région d'avoir une consultante en lactation. Donc, quand les problématiques sont plus importantes, on peut faire le pont avec celle-ci pour trouver différentes solutions pour les problèmes liés à l'allaitement. De plus, je sers de porte d'accès pour les mères pour faire le lien avec les marraines d'allaitement. Quand les mamans sont enceintes, à 12 semaines, ils rencontrent l'infirmière en périnatalité pour faire la première évaluation. Lorsque celle-ci accepte de recevoir l'aide d'une marraine, ses coordonnées sont transmises au groupe Nourrisson Lait. Quand la mère accouche, l'infirmière se présente à domicile, puis on remet à les mamans allaitantes une bouteille, un petit cadeau remise par le groupe Nourrisson Lait. Le CLSC d'Amqui et le groupe Nourrisson Lait ont fait l'acquisition de 3 tire-laits électriques doubles qu'on peut passer aux mères dans un contexte de problématique sur une courte durée. La manière d'obtenir ce tire-lait-là, c'est de vraiment contacter l'infirmière qui, elle, va faire le pont avec la marraine pour que vous ayez un bon support et elle va apporter le matériel à la maison pour que vous puissiez l'utiliser chez vous. Et dernièrement, j'accompagne le groupe Nourrisson Lait dans tout ce qui est préparation d'activités pour les parents. Nous organisons plusieurs activités pour nos parents et nos futurs parents dans une année. Par exemple, on a les Lait Rencontres qui consistent en un rassemblement de parents et de futurs parents qui tourne autour du sujet en lien avec l'allaitement et la parentalité. Généralement, ça prend forme de petites formations, d'ateliers et d'échanges avec des professionnels de la santé. Le but est aussi de créer un moment de rassemblement pour les parents et créer des liens entre eux. Et c'est toujours gratuit. Aussi, nous organisons un salon d'allaitement à chaque automne où on propose divers kiosques d'intervenants du milieu qui offrent des services pour les futurs parents ainsi que les parents avec de jeunes enfants. On a aussi des artisans locaux ainsi que des professionnels qui offrent leurs produits et leurs services. Et l'entrée, c'est gratuit. Aussi, nous avons les séances de photo-allaitement, le but étant de créer un souvenir pour nos mamans avec leur bébé. C'est aussi une séance qui est intime avec une photographe attentionnée et respectueuse. Et ça nous fait plaisir d'offrir ce beau cadeau à nos mamans. Parfois, on propose des formations sur l'allaitement données par des professionnels. On tente le plus possible que celles-ci soient gratuites en ayant des collaborations avec des partenaires de la vallée. On veut que ça reste accessible à toutes les mamans et les papas parce que pour nous autres, c'est quand même très important. Le groupe Nourrisson Lait possède des écharpes de portage qui peuvent être empruntées pour une période d'une semaine. Il suffit seulement de se présenter à une clinique amie des bébés et choisir entre les différents modèles qui sont disponibles. Nous sommes présentement dans les magnifiques locaux d'Espace Famille à Amqui. Le centre hospitalier d'Amqui a établi une belle collaboration pour permettre aux parents d'assister aux cliniques Amies des bébés qui se passent ici tous les jeudis de 9h à 10h30. Ces cliniques ont pour objectif de regrouper les parents et de discuter de différents sujets par rapport à la parentalité. Par exemple, les sujets qu'on a abordés jusqu'à maintenant, c'est l'utilisation des couches lavables, le portage, l'alimentation autonome. Il y a plusieurs sujets qu'on discute. Les cliniques sont animées par les professionnels du centre hospitalier, donc par exemple orthophonistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, kinésiologues, les infirmières, bref, là, tout le monde est à contribution. Il y a aussi des intervenants de la communauté qui viennent faire des cliniques. Donc, on a des pharmaciens ou encore les chirurgiens qui viennent nous rencontrer pour parler de leur profession et de ce qu'ils peuvent faire pour nos tout-petits.
Donc, sur place, il y a toujours une infirmière en périnatalité qui est présente pour évaluer bébé, pour répondre à vos questions. On peut peser aussi votre enfant pour voir s'il y a une belle prise de poids. Donc, des fois, ça peut être une belle porte d'entrée si on a besoin d'informations. Si vous voulez connaître l'horaire de la clinique Amis des bébés, vous pouvez vous rendre sur le groupe Nourrissons-les Vallée de la Matapédia sur Facebook. Il y a plusieurs moyens pour nous rejoindre, soit via Facebook, sur notre groupe fermé nommé Nourrissons-les Vallée de la Matapédia, ou en téléphonant directement au centre hospitalier d'Amqui au 418-629-2211 en demandant à l'infirmière en périnatalité. Alors, Myriam, je pense que c'est évident comment les joindre maintenant. Oui, donc vous avez vu dans la vidéo, toutes les coordonnées sont là, donc ça va être un plaisir de vous servir là-dessus. Merci beaucoup. Nous nous sommes rendus du côté du Centre d'action bénévole pour rencontrer leur nouvelle directrice, Madame Lucie Watts, qui vous fait découvrir ou redécouvrir les services qu'offre le Centre d'action bénévole. Lucie, c'est la première fois qu'on se rencontre ici au Centre d'action bénévole. Nous voulons te présenter à la population, dire qui t'es et c'est quoi tes fonctions ici. Je suis nouvellement été embauchée comme directrice générale, donc c'est moi qui assume les responsabilités de la direction ici au centre. Okay. Ici, au Centre d'action bénévole, évidemment, il y a beaucoup de services. Et est-ce que ce serait possible de faire un petit résumé là, de tout ça? Oui, le Centre d'action bénévole, c'est un organisme qui a la mission de promouvoir l'action bénévole dans différents secteurs de l'activité humaine puis de susciter une réponse dans le milieu aussi. Donc, c'est autant... qu'on utilise des gens qui veulent devenir bénévoles, autant on a aussi la mission d'avoir... d'encourager, dans le fond, le bénévolat dans la Matapédia. Oui, c'est ça. Parce que les autres organismes aussi, ils ont toujours besoin de bénévoles, mais c'est pas toujours facile là, d'instaurer ça. Est-ce que tu peux me dire exactement ce que vous offrez comme service? Oui, bien, principalement, on offre des services d'accompagnement transport. C'est des transports, c'est des gens qui ont besoin de transports, médicaux, exemple. Des gens qui ont besoin de se rendre à l'hôpital, qui n'ont pas nécessairement une voiture, qui n'ont pas nécessairement aussi un proche aidant pour les accompagner. Donc, on est là pour ça. On offre aussi le service de papa roulante pour les gens qui sont à la maison et qui ont des contraintes physiques, entre autres. Et donc, qui peuvent avoir de bons repas chauds, nutritifs aussi, sans avoir à aller faire ces fameux repas-là qui reviennent. Des fois, quand on est seul, c'est pas toujours encourageant de cuisiner pour soi-même. Quand on est seul, puis quand on est malade aussi, ou qu'on a une santé plus précaire, d'avoir un petit coup de pouce de ce côté-là, c'est bien plaisant, puis c'est quand même à peu de frais aussi, là. Donc... on a aussi, pour les gens qui sont seuls encore à la maison, des appels téléphoniques. Ça, c'est le matin, exemple. On appelle la personne, comment est-ce qu'elle va. Donc, si après quelques reprises, elle ne répond pas, bien, on a un protocole pour aller lui venir en aide si jamais elle avait besoin. Donc, pour ça, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire ici au Centre d'action bénévole, donc soit en téléphonant ou en venant nous voir ici directement. Il y a aussi, parce que là, on est dans les locaux du Centre d'action bénévole. Présentement, on est dans les locaux du Centre de jour. Mm-hmm. Donc, c'est un de nos services, le Centre de jour, donc pour des gens, pour briser l'isolement. Les gens qui sont seuls, qui vivent à la maison, ou c'est un lieu de rassemblement. Et donc, d'activités ils viennent passer un après-midi ici. Donc, c'est un de nos autres services. On a la chance d'avoir des beaux locaux ici pour les accueillir toute l'après-midi. Là. Oui,
Oui, puis il semble avoir beaucoup d'activités différentes. Oui, nos animateurs, notre animatrice fait beaucoup d'imagination pour trouver des activités, justement. Et c'est jamais les mêmes. Donc, il y a quand même une cédule qui s'est quand même planifiée, puis il y a des objectifs derrière tout ça. Donc, c'est super intéressant. Puis les gens semblent bien les apprécier aussi, ces services-là. Oui. Donc, on a aussi, pour les proches aidants, pour les gens qui gardent à la maison leurs parents qui sont âgés, on a ce qu'on appelle le service de l'équipe volante, donc du répit à la maison, pour aider justement ces gens-là à reprendre leur souffle, que ce serait quelques heures par semaine pour être capable d'aller faire l'épicerie, puis d'aller faire les commissions pendant que le parent reste à la maison, puis qu'il y a quelqu'un qui... À quelques heures, ça peut faire toute la différence. Bien, c'est le break, des fois, d'aller prendre un café avec son ami, juste ça, d'aller prendre une grande marche, des fois, ça fait juste du bien aussi, là. Puis pour la personne aussi qui se fait accompagner, bien, ça lui permet de voir quelqu'un d'autre. Oui, ça brise aussi l'isolement de cette personne-là qui est confinée à la maison parce que ses capacités physiques ne lui permettent plus nécessairement de sortir. En tout cas, moins souvent. Oui, c'est ça. Donc... Est-ce que ça fait le tour des services que vous offrez? C'est quand même beaucoup. On en a d'autres. On a des dîners-rencontres aussi qui servent aussi à briser l'isolement. On en a quelques fois dans l'année. Donc, pour ça aussi, je vous inviterai à communiquer avec nous, suivre les médias sociaux, les médias locaux aussi, donc... comme nous. Comme vous autres, entre autres. Donc, on affiche nos activités un petit peu partout, puis en téléphonant aussi chez nous. Ben oui. Donc là, ça fait le tour. Oui. Pas mal, oui. Si on ne veut pas passer l'après-midi, oui, effectivement. Est-ce que c'est ouvert l'été aussi? On est ouvert 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Donc, nos services sont offerts toute la semaine. Là. Et là, ben, on pense aux personnes qui peuvent avoir besoin de ces services-là, mais il y a possibilité aussi d'offrir nos services pour pouvoir être bénévole. Exactement. Donc, comme on le disait tantôt, on promouvoit aussi le bénévolat. Donc, les gens qui sont intéressés, les nouveaux arrivants, par exemple, ou des étudiants, ou les jeunes retraités ou les pré-retraités qui aimeraient s'impliquer dans leur communauté, bien, on est la porte d'entrée pour ces gens-là. Donc, effectivement, si le cœur vous en dit, communiquez avec nous pour être nos futurs bénévoles. On a toujours besoin de support. Et le centre d'action bénévole, bien, c'est facile à trouver. C'est situé ici à Amqui. Puis, bien, il y a la page Facebook, il y a le site web. Il y a un site web. On peut aller s'inscrire sur jebénévole.ca aussi. Il y a la page Facebook, comme tu viens de le mentionner. Le numéro de téléphone que je peux peut-être donner? Oui. Allez. 418-629-4456. Donc, facile à retenir, 629-4456. Donc, communiquez avec nous, puis on va vous donner l'information nécessaire. Bien, merci beaucoup, Lucie. Félicitations pour ta nouvelle mention d'honneur. Merci beaucoup. On va avoir l'occasion de s'en reparler dans le courant de l'année. Merci. Bye-bye. C'est déjà tout pour cette émission d'Info.tvc. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas notre télébingo ce dimanche 12h30. Et aussi cette semaine, c'est semaine de Conseil de ville d'Amqui, une édition toute spéciale puisque le conseil a été fait à huis clos. Nous avons donc des conseillers en téléconférence et des directeurs via téléphone. Une expérience très spéciale à vivre. Je vous invite à l'écouter cette semaine. Et aussi pour notre saison 2 d'Héritage, vous avez l'épisode numéro 2 de l'artiste Pierre Lucier qui est à ne pas manquer. Je vous invite à rester des nôtres et à écouter le Canal 4 pour tout savoir de notre nouvelle programmation, notre émission en direct
quotidiennement qui sera en place très bientôt et aussi pour voir les nouvelles émissions qu'on vous propose. Aussi, regardez notre babillard. Vous avez beaucoup d'informations très, très importantes concernant la COVID-19. Merci beaucoup et bonne semaine! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.